Déborah, ce sujet donc des vétérinaires acteurs des enjeux de santé dans les territoires, pour vous, depuis votre poste d'inspectrice donc de santé publique, quelle évolution de la société vous avez pu observer et quelles conséquences aujourd'hui pour les vétérinaires? Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je suis chef de service santé-protection animale en Seine-et-Marne depuis 5 ans maintenant. Donc, c'est un département quand même qui est très particulier parce que c'est un grand département, c'est 6000 km², 1,5 million d'habitants, mais qui reste très rural et aux portes de Paris. Donc, je constate que c'est un département qui a une activité d'élevage assez minoritaire, mais très répartie sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas un département à désert vétérinaire. Quand je regardais tout à l'heure le petit film, en fait, c'est la région où il y a plus de vétérinaires en France. Or, je constate tous les jours qu'il y a des besoins sur le territoire qui ne sont pas couverts, que ce soit sur le suivi de ces élevages minoritaires, mais aussi sur un certain nombre de besoins émergents. Donc, classiquement, on a toujours un peu tendance, et je crois que François Moutou le rappelait tout à l'heure, à mettre d'un côté les animaux de compagnie, puis d'un autre côté les animaux de rente, donc les chiens, les chats, et puis les bovins, les ovins, les caprins. Et en fait, cette séparation est aujourd'hui, on le voit tous les jours, très brouillée. On voit que la notion d'animal de compagnie tend à s'appliquer à tout type d'animaux. On parlait tout à l'heure d'espèces invasives, donc, mais ça va des tortues, des serpents, mais aussi à des ovins, des caprins, des volailles. Et en fait, pourquoi ce développement? Enfin, moi, j'ai l'impression que pour les particuliers, il y a toujours cette notion d'agrément, mais il y a aussi un suivi, une sorte de recherche de quelque chose d'utilitaire. On veut produire ses propres œufs, on veut faire son potager. On peut acheter aujourd'hui à la FNAC un kit pour faire sa propre bière, donc pourquoi pas faire son agneau, etc. Ou même gérer nos déchets aussi. Il y a une démarche un peu écologique en disant, ben voilà, je vais avoir des poules pour gérer mes déchets. Ça, c'est pour les particuliers. On voit aussi que les collectivités, de plus en plus, vont vers des recherches plutôt pédagogiques, donc avec un développement, enfin j'imagine qu'ailleurs en France ça doit être un peu pareil, un développement énorme des fermes pédagogiques, parce qu'on veut rapprocher les citadins de la campagne. Et puis, on veut aussi, et ça c'est vrai pour beaucoup de collectivités, on veut aussi entretenir les paysages. Non seulement c'est très très joli de mettre un mouton quelque part, mais en plus ça nous évite de tondre. Donc il n'y a que des avantages. Et ce que je constate comme marqueur très fort de ce type d'attente sociétale et de développement, c'est qu'on voit aujourd'hui fleurir des entreprises qui sont des très grandes entreprises aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a 5 ans. Et je pense notamment à quelques exemples de paysagistes qui développent la location de moutons, donc qui fournissent en clé en main un certain nombre de moutons en fonction de l'espace que vous voulez entretenir. Et c'est quand même des détentions d'animaux, parfois importantes. J'ai un hôpital pas très loin de chez moi, il en a mis presque 150. Donc 150 moutons, ça commence à devenir quelque chose d'important. Et en fait, c'est des animaux qui bougent tout le temps, avec un brassage considérable. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, soit complètement exclu d'un certain nombre de risques. Risque principal, c'est que ce ne sont pas des éleveurs qui détiennent ces animaux. Donc c'est des gens qui méconnaissent d'une part les besoins de ces espèces-là et d'autre part les risques que ça peut qu'ils peuvent représenter. Je vous présente donc. Oui. Pardon Déborah, désolée, mais vous allez pouvoir poursuivre votre propos. Je vous avais dit que je m'adapterais. Alors, je vous fais partager les coulisses. Monsieur Potier arrive avec quelques minutes de retard. On va dire que c'est nous qui sommes en avance. Et Monsieur Potier doit partir bientôt. Non, c'est bon. C'est bon? On a du temps? Alors, on laisse Déborah continuer. On laisse Déborah continuer. Mais oui, c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut
comme vous disiez, s'adapter et se dire les choses, c'est tellement plus simple. Donc on vous garde un peu plus longtemps et on vous écoute, Déborah, on continue. Donc quelles sont les problématiques que ça pose, ces fameux moutons de location? Alors, encore une fois, en fait, c'est souvent des problèmes parce qu'on a en face de nous, on a l'habitude, un éleveur, il sait s'occuper des moutons, il sait s'occuper de ses poules. Un tout venant, il n'a pas la formation pour. Et donc, en fait, d'abord, il y a un problème de santé publique. Ce risque est d'autant plus important que beaucoup consomment des produits issus de ces animaux-là. Et je pense notamment à la consommation d'œufs avec des salmonelles. L'environnement, on en parlait tout à l'heure, hein, ces espèces ils peuvent causer des nuisances, parfois que ce soit olfactive, sonore, et puis de santé animale. Et là, je pense très fort à nos éleveurs. Il y a tout plein de maladies animales qui font l'objet de mesures de lutte, soit parce qu'elles sont zoonotiques, soit parce qu'elles provoquent des mortalités importantes, soit parce que c'est des entraves commerciales, etc. Nos éleveurs, hein, ils se protègent contre ces maladies-là, ils n'ont pas le choix. Il y a une réglementation qui protège aussi ces animaux-là. Et puis, ces petits détenteurs, encore une fois par méconnaissance la plupart du temps, ne respectent pas ces mesures réglementaires et ou biosécurité. Ils peuvent mettre en péril ou faire ressurgir des maladies et mettre en péril des élevages avoisinants. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on attend des vétérinaires? Quel est le rôle justement dans ces enjeux de santé dans les territoires des vétérinaires? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas dans un endroit de désert vétérinaire. On a beaucoup, beaucoup de chance parce que ces animaux, ils sont très dispersés. Les élevages qui sont très minoritaires dans mon département, mais pareil. Et on a un maillage extraordinaire avec tout plein de vétérinaires canins. Mais au moins, ils sont là. Ils sont là. Et c'est vrai qu'au carrefour de ces trois risques-là, et je ne parle pas du risque de bien-être animal en matière de détention de ces animaux, le vétérinaire, pour moi, c'est l'acteur qui est le mieux placé pour, d'une part, accompagner ces détenteurs ou ces collectivités, quand c'est les collectivités qui emploient ce type d'animal. Il y a quelques années, avec le GTV Île-de-France, que j'ai vu tout à l'heure et que je remercie infiniment, parce que Dieu sait que ce n'est pas très, très facile d'animer un GTV en Île-de-France, on a quand même bien commencé à réfléchir au sujet. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on a organisé à plusieurs reprises des formations des vétérinaires canins. On a commencé une année par en faire 4 dans l'année, puis 2 par an. Donc on forme les vétérinaires canins à la brebis de compagnie, aux volailles, etc. C'est des formations qui fonctionnent très très bien et qui, au-delà de répondre à des besoins qu'ils expriment, hein, puisque chaque année on fait salle pleine, permettent aussi de créer un peu plus de liens avec les vétérinaires canins et l'administration. Il faut savoir que traditionnellement, avec les vétérinaires ruraux, l'administration a eu toujours beaucoup de contacts. En fait, on a fait les prophylaxies, etc. Pour les vétérinaires canins, ça a toujours été un petit peu plus distant. Et donc, en fait, je pense que c'est une activité, c'est des nouvelles activités, des nouvelles attentes pour lesquelles les vétérinaires, qu'ils soient canins ou pas, sont formés pour. Quasiment rien à faire, à part les intéresser au sujet et les ramener à ces demandes qui, en plus, sont rémunératrices. C'est fini. Merci Déborah. Alors je me tourne vers vous et on va revenir sur certains points ensemble après. Je me tourne vers vous, Dominique Potier. Donc en tant que député, ce rôle pour vous des vétérinaires comme acteurs des enjeux de santé dans les territoires, quelle signification cela a-t-il? Quel est ce rôle selon vous? Bien, merci pour votre patience, pour votre bienveillance, pour m'accueillir en retard et de façon précipitée. On vous accueille avec plaisir. J'étais retenu par une délégation néerlandaise bref, c'était très compliqué. Et puis, je dois courir sur un train, mais je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ne courez pas sur le train. Je le fais. Si vous, vraiment... Enfin, si on pouvait vous éviter ça, je serais contente de l'avoir dit. Ne courez pas sur... On vous écoute. Mais moi, ce qui me paraît important en partant d'une triple expérience de paysans pendant un quart de siècle, celle d'élu local ayant animé une communauté rurale, la dominante rurale, un village, une communauté, un schéma de cohérence territoriale, un pays,
et puis depuis 2012 député, depuis la région de Nancy, dans le Toulois, l'expérience qui est la mienne me fait dire que votre métier a une vocation qui ne fait que s'enrichir dans la modernité. J'en suis vraiment convaincu. Et je voulais tout d'abord, sans flagornerie, vous féliciter pour le thème de votre congrès, animateur de santé dans les territoires, vétérinaire pour la vie, pour la planète, je découvre ça. Cette élévation de la vocation qui est la vôtre me paraît vraiment extrêmement pertinente. Et je voulais vous en féliciter. Moi, ce qui me paraît important, je vais venir à des choses très pratiques, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de la question du sens et d'une prise de hauteur. La génération qui vient, et la plupart des sujets nouveaux que nous voyons émerger sur nos territoires ruraux et ailleurs sont liés au sentiment d'une double fragilité. Fragilité, bien sûr, de l'écosystème planétaire, celle de notre maison commune, mais l'autre fragilité qui est tout aussi prégnante, c'est celle de l'humanisme, de ce qu'est l'homme aujourd'hui. Une grande confusion, je pense au mouvement antispéciste, entre ce qu'est l'homme et l'animal, entre les frontières entre l'homme et les nouvelles technologies, ce que permettent les nouvelles technologies aujourd'hui, ce qu'on appelle le transhumanisme. Il y a une double inquiétude autour de la question de l'homme et de la question de la nature. Et ces deux questions me semblent intimement liées. Moi, si j'ai un axe politique aujourd'hui dans le bazar actuel, c'est de penser qu'on ne sauvera pas la Terre sans réparer notre humanité, au sens de la dimension humaniste. Et il me semble que l'art vétérinaire, la pratique vétérinaire, peut être un de ces lieux de passage, de réconciliation, qui permettent de réparer notre société et par là même de réparer la nature. Alors, je vais le dire, vous prenez soin des animaux, mais au-delà, vous prenez soin, me semble-t-il, également de la santé dans sa globalité et de notre société. Je vais essayer de le dire en quelques mots. Tout d'abord, vous prenez soin de la santé dans sa globalité. J'ai eu l'honneur, dans la dernière mandature, d'être responsable du pilotage de la reconception d'un plan Éco-Phyto 2, qui d'ailleurs, sur la maîtrise des phytos, qui d'ailleurs n'a jamais été vraiment mis en œuvre, d'où les échecs actuels. Et j'ai eu à creuser les questions et à me rapprocher des instituts de recherche, des instituts de développement, des chambres d'agriculture, à travailler pendant plusieurs années aux côtés de tout ce monde de la recherche, du développement et de la pratique agricole autour de la question de la phytopharmacie. Et ce que j'ai découvert, ce que je découvre encore aujourd'hui aux côtés de l'INRA, et notamment dans des symposiums européens qui réunissent des instituts de recherche de différents pays, c'est à quel point l'axe dominant de l'agroécologie et de toutes les pratiques qui vous réunissent c'est ce concept le plus dominant, le plus porteur d'espérance, c'est une seule santé. Vous savez que ça vient de l'épidémiologie. Ce concept One Health vient du monde de la science et de la recherche de combat contre les maladies systémiques. Mais aujourd'hui, il devient quasiment un vecteur sociétal. Et moi, j'étais étonné de retrouver ça en Finlande, de retrouver ça dans des sphères européennes très diverses. Une seule santé peut devenir le dénominateur de politiques publiques et privées qui nous réunissent et qui réunissent une société terriblement fragmentée. Pourquoi ? Parce que ce principe, il réaffirme avec force qu'il n'y a pas de santé pour l'homme s'il n'y a pas de santé pour l'animal. Il n'y a pas de santé pour l'animal s'il n'y a pas de santé du végétal. Et cette santé du végétal est impossible sans une santé du sol. Et si on raccourcissait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de santé pour l'homme sans des sols vivants, sans des sols en bonne santé. Et ça, c'est un moteur de recherche au Portugal, c'est un moteur de recherche en Amazonie, c'est un moteur de recherche en Laponie, c'est un moteur de recherche partout. Et c'est un humanisme. Parce que je crois que vous n'êtes pas comme vétérinaire, nous ne sommes pas ici comme acteurs politiques dans notre diversité, et l'administration non plus, nous ne sommes pas des panthéistes, nous ne sommes pas dans la dévotion de la nature, nous sommes avant tout dans un amour de l'homme qui nous rend amoureux du vivant. Et je crois que rappeler qu'au nom de la santé de l'homme, il nous faut des animaux en bonne santé, et que ça suppose que toute une chaîne d'agroécologie, un système d'élevage, un écosystème soit en place qui garantisse le caractère vivant et résilient de la Terre, me paraît une très très bonne nouvelle. Et je voudrais à ce sujet, et en actant aujourd'hui, et je veux bien en prendre ma part, l'échec de la maîtrise de la phytopharmacie, dire à quel point pour Stéphane Le Foll, pour la dernière mandature qui a connu ses ombres et ses lumières, comme cette mandature-là, une des grandes réussites que j'ai découvert, j'en ai jamais été en responsabilité, donc j'en suis totalement détaché, c'est la réussite du plan éco antibio qui a été mené en totale intelligence avec la profession. Et je crois que c'est ce que nous avons raté profondément dans le plan Éco-Phyto, c'est l'incapacité
qui était porté par les certificats d'économie phytosanitaire, de dealer avec l'agrofourniture pour chercher recherche, développement, entreprise, des solutions de façon convergente, eh bien, vous l'avez fait assez naturellement dans la profession vétérinaire, en lien avec les praticiens, avec les firmes et avec tout le monde. Et ça a été une très grande réussite d'association d'une puissance privée et d'une puissance publique autour d'un même objectif. Tous les responsables du ministère de l'Agriculture que j'ai croisés, tous les responsables et le ministre lui-même avaient une grande fierté dans votre profession, dans sa capacité à relever un défi collectif avec l'intelligence de l'entreprise et du savoir. Donc un exemple de la subsidiarité. Je voulais vous donner ça comme un exemple, et qui pourrait inspirer une révision, bien sûr, du plan éco-phyto, parce qu'on sait que quand on échoue dans une politique publique, eh bien, elle laisse la place à tous les monstres, à toutes les impuissances. Le sentiment d'impuissance publique laisse la place à tous les monstres. L'agribashing fait partie de ces tares aujourd'hui qui minent notre société. Et il me semble que si vous prenez soin des animaux, prenez soin de notre santé, c'est également vous prenez soin de notre société. Et je voudrais le dire, sur ces questions d'un monde qui ne se comprend pas, nous avons passé plus d'1 heure en commission avant-hier à parler du statut des chiens de troupeau par rapport aux touristes, par rapport aux bergers, par rapport aux loups, etc. Entre chiens et loups, touristes, bergers, agro-pastoralisme et autres missions de la montagne, je me disais, en écoutant et avec la perspective de l'invitation de Benoît Asmat et de ce congrès, je me disais qu'il y a bien besoin de médiateurs et que parmi les médiateurs qui peuvent expliquer les fonctions des uns et des autres et les rôles des uns et des autres, les vétérinaires font partie de ces personnes qui doivent non seulement avoir une intelligence des modèles agricoles et de leur capacité à répondre aux défis du monde, je pense bien sûr au bilan lutte contre le changement climatique pour les aires d'agropastoralisme et de systèmes agricoles, en même temps qu'ils peuvent avoir un rôle stratégique dans la génétique, l'éducation des animaux et notamment dans leur lien avec l'homme, et qu'ils peuvent en plus être des médiateurs sociaux expliquant les fonctions des uns et des autres et notre besoin de cohabiter, de trouver des équilibres intelligents, à l'instar de ce que les Suisses ont fait, par exemple, en matière d'éducation et de gestion des patrimoines génétiques canins dans cette fonction de gardiennage des troupeaux. Donc un travail de résolution des problèmes et de médiation. Et puis, je le pense, parce que je ne voudrais pas, je connais trop peu votre profession à l'échelle nationale, mais chez nous, le vétérinaire est à la fois un homme de la ville et un homme de la campagne. Parce que les cabinets, souvent, je ne veux pas généraliser, sont à la ville, et c'est le lieu de la ruralité en ville. Et le vétérinaire est aussi celui qui porte une image de l'urbanité bienveillante sur le milieu rural. Et ça paraît tout bête, mais nous vivons dans un monde où il y a tellement de murailles, où il y a tellement de séparations, tellement de préjugés, que chaque fois, et moi j'ai une image extraordinaire d'un vétérinaire qui était un érudit, un humaniste, fondateur d'actions culturelles, capable, Robin des Bois, par rapport aux plus riches, aux plus pauvres, etc., il a laissé une empreinte. Je me dis, il y a peu de conseillers départementaux, et je le dis humblement, il y a peut-être peu de députés qui laisseront une empreinte aussi forte en matière d'humanisme, de respect de l'histoire, des héritages de l'histoire, de passeurs de savoir en matière d'écologie et d'éthologie, etc., que ce vétérinaire qui, pendant des décennies, a sillonné notre territoire avec bienveillance. Vous pouvez, dans votre mission, être des personnes qui réparaient non seulement la santé dans sa globalité, telle que j'ai décrit initialement, mais qui contribuaient à réparer notre société dans ses fractures actuelles. Cela suppose, et je terminerai là-dessus, un équilibre modernisé entre la puissance publique et la puissance privée. Une des chose qui m'intéresse, qui m'inquiète le plus pour être acteur de la transition énergétique sur le territoire, avec notre industrie, avec l'agriculture, la viticulture, dans plein de domaines, dans le bâtiment public, etc., c'est la défaillance et la faiblesse de la puissance publique. Et pour mettre tout le monde à l'aise, je pense qu'elle a commencé sous Nicolas Sarkozy, qu'elle s'est poursuivie sous François Hollande et qu'elle continue au moins au même rythme, sinon on s'accélérer aujourd'hui. L'appauvrissement de la puissance publique en capacité de savoir, d'autorité, de conseil stratégique de notre territoire devient un handicap pour la dynamique privée de l'entreprise à laquelle je crois tout autant. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas les questions françaises et les questions de la planète qui passent par la France et les questions européennes qui passent par la France si nous sommes aussi désarmés dans nos directions départementales des territoires, dans nos directions, dans nos agences régionales de santé, dans tous les services stratégiques qui ont trait aux métiers qui sont le vôtre, si nous n'avons plus aujourd'hui d'interlocuteurs au bon niveau pour bâtir des plans stratégiques, trouver des solutions ensemble. Il y a un moment d'étiage où la faiblesse de la puissance publique à travers une ingénierie stratégique de haut niveau au plus proche des territoires devient un handicap
pour la dynamique décentralisée des collectivités elles-mêmes et des entreprises qui, en leur sein, apportent leur part de solution. Je voulais redire ça avec beaucoup de force, parce que cette capacité d'empowerment, j'aime mieux l'expression canadienne, québécoise plutôt, qui dit l'empuissancement d'un territoire ou d'une entreprise, d'un espace rural, de ses paysans et de ses vétérinaires, de ceux qui l'accompagnent, elle passe par une puissance publique régulatrice, une expertise, une capacité de contrôle, une capacité. Et dans cette capacité de contrôle, il me semble que l'armature des laboratoires vétérinaires, dont vous ne me ferez pas dire aujourd'hui qu'ils doivent être infradépartementaux, supradépartementaux, mais en proximité et public, est un élément de stabilisation fondamental. La capacité publique d'expertise en laboratoire est, à mon avis, une des mailles de l'armature sanitaire et de l'armature publique qui consolide la santé même de notre économie rurale et la santé même de notre société tout court. Donc ce n'est pas un débat mineur et je m'enorgueillis d'avoir, avec notre groupe politique, avec d'autres complicités, défendu en vain, malheureusement, cette sanctuarisation qui n'est pas acquise aujourd'hui dans les débats de la loi Egalim. Vous l'avez compris, une nouvelle santé, une société plus solide et passe par un rééquilibrage de la puissance publique et privée. Elle passe aussi par l'engagement des hommes et des femmes dans leur liberté. Il me semble que l'enjeu du XXIe siècle, c'est celui du partage et celui de la justice. Il passe, et j'en tire l'expérience également des États généraux de l'alimentation, des formidables consensus qui malheureusement se sont effondrés dans le débat parlementaire et dans la loi Egalim, mais qui portaient un vrai projet de société. J'ai eu l'honneur de porter du sol à l'assiette, enfin de la fourche à la fourchette, l'atelier 11, ou autour de la polyculture élevage, autour de la conception, la reconception de la reconnexion entre les villes et les campagnes, autour des politiques d'agroécologie. Nous avions eu des audaces extraordinaires qui n'ont pas été reprises ni dans l'esprit de la loi, ni dans le texte de la loi lui-même. Mais il en reste une trace culturelle qu'il nous convient de poursuivre. Il me semble que l'éthique des personnes et leur propre engagement est un élément déterminant et je suis très heureux, encore une fois, de voir que la hauteur de vue de chacune des tables rondes et la thématique générale, mais je ne suis pas surpris à la connaissance des acteurs du territoire que je connais, de votre profession, vous place au-delà même du soin comme des porteurs d'un message républicain et profondément humaniste sur chacun de nos territoires. Merci. On vous garde, vous échapperez discrètement quand ce sera le moment. On fait avec vous. Ben justement, alors du coup, j'ai envie de, puisque vous évoquiez les laboratoires et qu'on a ici Monsieur Nicolet, donc directeur du laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée, j'avais envie de vous faire rebondir, si vous le voulez bien, sur ce que vient de dire Monsieur le député. Je vous laisse libre de votre parole avant qu'il ne s'en aille. Oui, je vais être bref. Merci beaucoup. Alors, non, ne soyez pas bref. Non. Donc effectivement, la transition est toute faite et je vous en remercie parce que je suis là pour parler effectivement des laboratoires départementaux. Donc moi, je suis directeur du laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée, un laboratoire départemental, donc qui dépend du conseil départemental de la Vendée. Donc je suis dans les territoires rouges, plutôt vers l'Atlantique, où on ne manque pas de vétérinaires. On a la chance d'être dans un arc vétérinaire encore béni pour le moment. Pour combien de temps, je ne le sais pas, mais aujourd'hui, c'est toujours le cas, en tout cas. Et je fais partie certainement de la catégorie des gens de plus de 40 ans qui ont changé d'activité, puisque après avoir été praticien jusqu'à 40 ans, je suis passé dans la fonction publique territoriale et dans le monde des laboratoires départementaux. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que ces laboratoires départementaux, enfin, c'est une parenthèse, pas vraiment, puisque c'est vraiment dans le cœur du sujet, ces laboratoires départementaux, ils étaient autrefois laboratoires vétérinaires départementaux, puisqu'ils étaient jusque dans les années 80 le bras armé analytique des services vétérinaires de l'époque, un par département. C'était une époque post-après-guerre où la France était extrêmement forte en termes de territoire agricole et elle avait besoin d'un réseau périsanitaire autour de l'agricole très fort, d'où cette organisation. Après les années 80, l'État a décidé, dans le cadre de la première loi de décentralisation, de transférer ces laboratoires départementaux vers les conseils généraux, qui sont devenus ensuite les conseils départementaux. Et de ce fait, les conseils généraux, qui sont devenus départementaux, donc, se sont aperçus qu'ils avaient à leur disposition des outils analytiques, certes vétérinaires, et ça reste vraiment, j'insiste là-dessus, notre ADN initial, mais ces laboratoires départementaux avaient également d'autres compétences que les conseils départementaux pouvaient mettre à profit pour assurer leur mission sur leur propre territoire.
Et c'est là où je fais le lien avec le thème de cette 4e table ronde et en même temps avec la première de ce matin, où j'étais assez heureux d'entendre en introduction, la matinée commençait bien pour moi, puisque Madame Sophie Primas constatait elle-même que pour elle, le bon échelon au niveau du sanitaire, ce n'était pas la région, certes trop grande, mais le département. Et j'avoue que c'est un peu la parole que je porte cet après-midi, puisque ces fameux départements, donc, avec leur laboratoire, se sont découverts donc, des possibilités d'intervention dans la qualité de l'eau, dans la qualité de l'environnement, dans la qualité alimentaire, la sécurité sanitaire alimentaire, notamment en restauration collective, avec les collèges, les cantines. Et donc, ont petit à petit enclin leur laboratoire à se développer et effectivement à développer leur capacité, leur expertise, toujours au plus proche du territoire. Et c'est réellement pour moi la marque de fabrique de ce réseau de laboratoires départementaux. Et puis, le paysage agricole français a changé. Et effectivement, au gré des territoires, vous le savez comme moi, l'élevage évolue. Et un certain nombre de laboratoires départementaux ont cessé d'exister, simplement parce que, faute de combattants, le combat a cessé. Et effectivement, ces laboratoires ont disparu. On a observé des mouvements de regroupement, plus ou moins régionaux. Bref, il y a eu une évolution un petit peu du paysage. Et aujourd'hui, on est avec des structures qui sont à peu près au nombre de 70, avec à peu près, comme le rappelait l'enquête précédente, un petit 90 vétérinaires. Donc on a quand même encore une présence vétérinaire très forte, et à mon sens, elle est vraiment fondamentale. Et en tout cas, aujourd'hui, ces laboratoires départementaux assurent des missions beaucoup plus vastes que simplement celle de l'épidémiosurveillance vétérinaire, mais ça reste, en tout état de cause, aujourd'hui une mission fondamentale. Nous essayons et nous sommes présents dans tous les combats qui sont ceux de la profession. Vous avez cité à nombreuses reprises Eco-Antibio. À notre niveau, bien évidemment, on y participe. Tous les laboratoires départementaux adhèrent à ce réseau de surveillance, participent aux bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques et, en ce sens, aident les vétérinaires et les éleveurs à mieux utiliser leurs antibiotiques. Donc voilà, on s'efforce d'être des partenaires et c'est le premier enjeu de notre réseau. Il y en aura deux avant que je termine. Le premier enjeu du réseau des laboratoires, qui a bien changé donc, au cours de ces 40 dernières années, c'est de demeurer utile, en tout cas profitable ou utilisé dans le biotope de l'entreprise vétérinaire, qui est l'expression qu'a utilisée Philippe Barallon ce matin. Il a parlé de l'entreprise vétérinaire, et je suis assez d'accord avec lui. Le vétérinaire tout seul, c'est pas dire qu'il n'est pas grand-chose, mais c'est pas lui qui va faire les choses. Il interviendra dans une entreprise, et de la même manière, le laboratoire départemental, il ne va pas intervenir vétérinaire, il n'interviendra pas tout seul. Il a besoin d'éleveurs, il a besoin de vétérinaires, il a besoin de partenaires agricoles, et tout simplement pour pouvoir assurer sa mission. Et à ce titre, c'est réciproque, puisque c'est la présence d'un laboratoire territorial de proximité qui permettra à ces jeunes vétérinaires qui s'installent de trouver un biotope favorable pour l'exercice de leur mission, aussi bien en animaux de production qu'en animaux de rente. Et ça sera également le cas des administrations, qui pourront, de façon extrêmement simple, avoir en proximité un interlocuteur technique qui leur permettra d'assurer les missions régaliennes d'épidémiosurveillance qui sont en cas fondamentales. Un auditeur ce matin rappelait l'importance des maladies zoonotiques, et finalement, ce n'est pas à cet auditoire que je vais le rappeler. Et à ce titre, il y a tout son sens pour que les analyses officielles, au plus proche des territoires, puissent se faire et éviter ainsi des situations catastrophiques comme celles qu'on connaît dans d'autres pays. Donc le premier enjeu pour nous, et il est très proche de ce qui a été dit ce matin pour les vétérinaires praticiens, c'est de veiller à ce que le biotope sanitaire agricole territorial reste suffisamment vivace pour que nos collectivités, les conseils départementaux, trouvent encore un intérêt à maintenir un outil analytique performant et de proximité qui coûte cher, parce qu'aujourd'hui, la qualité analytique, l'expertise analytique, ça coûte cher, et il faut donc une activité pour pouvoir la maintenir à juste titre. Donc que ces conseils départementaux trouvent encore un intérêt à maintenir le réseau et qu'on n'ait pas, avec le temps, des trous dans la raquette qui s'installent et qu'un beau jour, on se réveille avec un réseau complètement distendu ou des échantillons qui ne peuvent pas être analysés en moins de 24 ou 48 heures, tout simplement parce qu'il n'y a pas de capacité analytique suffisante à proximité. Ça, pour moi, c'est le premier enjeu. Et le second enjeu, il rejoint le premier, puisque ça a été évoqué ce matin, on a parlé de la loi NOTRe. Les conseils départementaux, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, sont un échelon pertinent pour la gestion sanitaire sur nos territoires, se sont vus avec la loi NOTRe retirer une partie de leur mission. Et elles ont été confiées, en tout cas, aux régions. Et ça nous a conduit ces 2 dernières années à une espèce de capharnaüm organisationnel, avec des régions qui se sont retrouvées récupérer des missions d'épidémiosurveillance qu'elles n'avaient pas prévues, dont elles n'ont pas réellement une expertise avérée,
Et selon les départements, selon les régions, eh ben, on a eu évidemment des schémas organisationnels qui se sont complètement bouleversés, avec des aides, des financements, des compétences qui ont évolué et qui font qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment un enjeu stratégique majeur à peut-être repenser et ajuster la loi NOTRe telle qu'elle l'a été. Alors ce sera peut-être une des perspectives de la nouvelle loi 3D, de pouvoir permettre une différenciation territoriale qui permette aux collectivités qui le souhaitent de pouvoir appuyer l'épidémiosurveillance territoriale par l'intermédiaire de leur laboratoire pour le bénéfice des éleveurs et des vétérinaires. Je termine bien, hein, juste à temps. Merci. On passe à vous, Mathieu. Si vous avez envie, j'ai vu tout à l'heure que vous aviez envie de réagir ou presque aux propos de... Non ? Non, on échangeait avec quelques boutades, mais rien de particulier. Alors, de votre point de vue, donc vous, en tant qu'éleveur, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle, selon vous, qui est à maintenir et qui existe, celui du vétérinaire sur le territoire en collaboration avec vous ? Donc déjà, bonjour à tous. Ça va peut-être s'entendre à mon accent, je viens d'une région franc-comtoise. Pour présenter, j'ai la chance de représenter donc 2500 exploitations laitières en production de fromage au lait cru. Donc à savoir le Comté, le Morbier, le Blue Jacks et le Mont d'Or, des fromages qu'on aime à partager. Qui concerne 15 000 emplois directs et environ 150 000 vaches laitières de race principalement montbéliarde à 95% et un petit peu de Simmental. Donc les enjeux sur la partie et la proximité qu'on a avec les vétérinaires, alors par rapport à nos spécificités au lait cru, donc un lait qui est travaillé au maximum à 50 degrés, donc pour vous dire que le process ne tue pas la bonne et la mauvaise bactérie. Donc les premiers liens et ponts qui ont été faits avec les vétérinaires ont été faits autour de la problématique de la listeria et de la salmonelle depuis il y a une dizaine et quinzaine d'années, à savoir que les vétérinaires avaient leur lien, à savoir sur alerter et être un petit peu en sentinelle sur le territoire avec le maillage qu'ils ont avec leurs éleveurs. Lorsqu'il y avait soit des pratiques en termes de consommation d'eau de boisson, sur des pratiques d'élevage, mais aussi lorsqu'il pouvait subvenir des avortements dans les exploitations, pour justement essayer de se prémunir et de savoir qu'en fait, on a un environnement, le lait cru, qui est notre force. Il y a plein de bonnes et de mauvaises bactéries, il faut faire avec, il faut vivre avec. On est persuadé que le toujours tout détruire n'a rien de bon. Et c'est aussi pour ça que nos fromages sont si bons, c'est qu'on garde tout ce qu'il y a de bon dedans et on essaye de vivre avec ce qu'il y a de mauvais pour ne pas que ça se développe dans nos fromages. Donc les premiers éléments sont venus sur ces sujets-là, en lien avec la DSV, le JDS, sur ces pratiques. Et nos AOP travaillent autour de cahiers des charges. Ces cahiers des charges sont beaucoup observés par la société, les consommateurs, qui sont garants de pratiques qui sont faites sur nos exploitations. Les attentes sociétales évoluant à travers le bien-être animal, la protection de l'environnement, qui nous ont conduit à nous rapprocher encore un petit peu plus sur ces sujets-là, autour de la question du bien-être animal et de l'environnement des exploitations. La première des rencontres qui a été faite avec nos collègues vétérinaires, alors je dis collègues parce que aussi d'abord on a tous le lien avec notre vétérinaire d'exploitation, c'est ce qui fait aussi beaucoup déjà aussi le lien, et on parlait tout à l'heure, c'est trouver les conditions favorables à l'émergence, c'est déjà la proximité des gens. Quand les gens se côtoient et se connaissent et qu'ils ont envie d'avancer ensemble, ils trouvent les moyens de se rencontrer, ça prend un petit peu de temps. Alors sur les premiers éléments de discussion autour du bien-être animal, quand on leur a dit ce qu'on voulait mettre un petit peu en place, ils nous ont dit « Oh là là, où c'est que vous allez trop loin ». Nous, on a aussi une posture de vétérinaire sur la partie sanitaire, mais on est aussi sur une posture de relation client, et donc on ne pourra pas forcément toujours tout dire à nos clients agriculteurs. Donc c'est ainsi que les évolutions se sont faites et à travers des choses qui existent dans la manière, dans le cadre réglementaire autour du bilan sanitaire d'exploitation, de mettre en place avec les collègues vétérinaires, c'est-à-dire ce moyen de sensibiliser, d'être différents relais et que les agriculteurs aient différents points de vue et de profiter de la compétence des vétérinaires pour les sensibiliser et faire progresser les exploitations
sur ce qui pourrait. Alors, on a tous à progresser sur ces aspects-là, et c'est souvent le manque de connaissances ou de perception de notre métier qui est important. Donc, ce travail a évolué sur ce sujet-là, et donc on a prévu en cours de cet hiver 2019-2020 une phase d'enquête avec un questionnaire élaboré par les vétérinaires de la région du Jura et du Doubs, pris en charge par l'interprofession des fromages d'appellation du massif jurassien, pour faire un petit peu un bilan sans que ce soit nominatif, sans que ce soit qu'on ait eu plutôt des données globales de la situation des exploitations et quels seraient les leviers à mettre en action sur de la formation collective, par le biais dans nos coopératives ou par petites régions géographiques, pour faire progresser sur les critères qui pourraient nous paraître issus de ces audits, de ces audits, on va dire, c'est des petits audits, sur les leviers à mettre en action et la formation collective. Ça veut dire que ça, c'est une grille qui est on va dire co-construite, ça se dit beaucoup en ce moment, entre les vétérinaires et votre filière, c'est ça? Ensemble, on construit cette grille. Tout le monde est OK pour la remplir et pour participer à ce... Donc forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord au début, mais et ça a toujours été comme ça. Et je pense que ce qui est important, c'est de créer déjà un bruit de fond. Alors, la grille, on la voyait plus en tant que éleveur et impliqué dans la vie de nos filières AOP. On voulait une grille peut-être un petit peu plus importante, et on leur a dit, si ça ne va pas, construisez ensemble les éléments qui vous paraissent opportuns à juger. Alors, il y a des choses qui sont à juger sur un moment donné, mais il y a aussi qui sont utiles, c'est-à-dire que le vétérinaire connaît son exploitation par l'intermédiaire de nombre de visites qu'il fait dans l'année, et il y a tout un tas de réponses ou de questions qui peuvent être avoir des réponses grâce à la connaissance qu'ils ont de leurs élevages. Donc on a trouvé une grille qui leur correspondait, et on a aussi beaucoup insisté pour qu'il y ait une marge de progrès. Et ça, ils ont été complètement d'accord. Et à partir du moment aussi où on a eu cette notion de pas de perception comment dire, de sanction, que ça peut être perçu comme une sanction par les éleveurs, mais une manière de progrès. Donc, c'est en aucun cas quelque chose qui est redonné pour comptabilité. En comptabilité et contingenté, ce qui est fait, c'est que les vétérinaires regroupent tout ce qui est fait issu de cette grille et nous donnent des pistes de travail à établir. Donc, c'est un rôle très particulier que vous confiez, enfin qu'il a, mais que vous reconfiez. Et en fait, dans le mot confier, finalement, il y a cette confiance. Donc, il faut aussi avoir confiance pour pouvoir donner ce rôle-là aux vétérinaires, j'imagine. Oui, et il y a la confiance, mais je dirais que la base de tout, ça a été le dialogue. Alors, le dialogue, il s'est fait, et tout à l'heure, ça a été dit à plusieurs reprises, sur la partie, la proximité. Je crois qu'il y a plein de choses qui arrivent d'au-dessus, et il y a des choses bonnes, il y a des choses peut-être un petit peu moins bonnes, mais quand entre personnes concernées et impliquées dans des mêmes métiers, il faut profiter des compétences de chacun pour justement comprendre la perception que les uns et les autres ont du sujet, parce qu'il y a plein de sujets divers et variés, et pour co-construire ce à quoi on veut aller. Alors c'est vrai que la chance qu'on a au niveau de la Franche-Comté, c'est nos AOP qui nous regroupent avec un fonctionnement qui est particulier, des coopératives. Un collectif assez fort. Un collectif assez fort et qui réussit à fonctionner jusqu'à présent. Et on a la chance d'en profiter. Il faut aussi le préserver parce que quand on discute ensemble, on n'est parfois pas d'accord. C'est aussi ça que je vous disais dans mes propos sur la grille. On n'a été pas d'accord, mais on a trouvé les moyens de faire progresser avec un objectif d'arriver à quelque chose d'idéal d'ici 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais qui correspond aux gens dans la manière de progresser. Après, concernant aussi les propos sur le laboratoire départemental, dans le Jura, on a la chance d'en avoir encore un. Et c'est vrai que c'est aussi une force à travers les compétences et le savoir-faire local qui est encore dans le Jura et qui est peut-être aussi des fois mis à mal à travers sa compétitivité, mais je crois qu'il y a une force énorme qui est conservée par les acteurs chez nous,
dont les filières AOP aussi contribuent à un certain fonctionnement, mais c'est un capital qui sert pour les éleveurs en AOP, mais aussi pour le domaine viticole, pour les animaux. Enfin, donc c'est vrai que cette proximité est importante. Mais ce qui est important aussi, et je ne sais pas, alors peut-être je ne vous ai pas entendu l'évoquer parce que j'étais à moitié sur le départ de monsieur le député, mais vous évoquiez, quand on s'est parlé au téléphone pour préparer cette table ronde, l'idée qu'il faut des vétérinaires vraiment, et non pas des techniciens au sein des laboratoires. Il en faut des techniciens, mais pas seulement des techniciens. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le nombre de vétérinaires qui travaillent encore dans les laboratoires départementaux, parce que effectivement, une tendance de nos collectivités qui parfois sont soumises à des contraintes financières fortes et qui voient un secteur d'activité qui n'est pas forcément progressant, pourrait très bien avoir un raisonnement très économique et dire bon, finalement, cette activité vétérinaire sur notre territoire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre un vétérinaire? On pourrait faire avec des techniciens. Après tout, c'est des analyses, c'est pas très compliqué. Il n'y a qu'à faire ça par des techniciens. Et je suis, on bataille régulièrement pour faire valoir la plus-value que peuvent apporter ces vétérinaires. D'abord, par toutes les qualités qui ont été évoquées ce matin et cet après-midi, et aussi par le rôle, à mon avis, irremplaçable qu'ils peuvent avoir en termes d'interlocuteurs par rapport au monde vétérinaire praticien. Et également au monde professionnel agricole. Et à ce sens, ils ont une vraie place. Et je ne concevrais pas qu'un laboratoire vétérinaire départemental aujourd'hui, avec une activité réelle, puisse fonctionner sans compétences vétérinaires en son sein. Ce ne serait pas recevable pour moi. Déborah, est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde? On a fait le tour, on va bientôt passer aux interventions de la salle. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus? En fait, il y a quelque chose un petit peu qui m'a touchée. Monsieur Potier a parlé tout à l'heure du lien humain dans les territoires. Vous en avez parlé aussi, on a parlé de confiance, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des vétérinaires publics et privés, ce lien est indispensable. Et je crois que nous, au niveau de l'administration, on a un énorme travail à faire vis-à-vis de vétérinaires avec qui on a un peu moins l'habitude de travailler, qui sont les vétérinaires canins, mais aussi les vétérinaires, par exemple, qui travaillent en faune sauvage, avec qui on a peut-être moins de relations du fait des activités. Et parce qu'en fait, finalement, pour balayer un territoire, quel qu'il soit, enfin, moi je suis dans une région particulière, mais je ne suis pas sûre que je sois la seule dans ce cas-là, plus la clientèle est dispersée, plus il y a besoin d'un maillage de beaucoup de vétérinaires, peut-être qu'ils ne font pas une très grosse activité, mais une activité qui va devenir incessamment rémunératrice, comme ça l'a été il y a quelques années, le démarrage de l'élevage industriel, les vétérinaires se sont adaptés. Aujourd'hui, je vais le dire crûment, soigner une poule, soigner une chèvre avec une patte cassée, c'est rémunérateur. Donc ils ont un rôle en matière de bien-être animal au travers soigner les animaux au niveau de la santé publique, pour laquelle l'État se doit d'accompagner ce mouvement-là. Un rôle de conseil aussi, d'accompagnement. Un rôle de conseil. Nous, en Seine-et-Marne, on a beaucoup de problèmes de maltraitance de chevaux, etc. Donc, on a maintenant beaucoup l'habitude de travailler avec les vétérinaires privés, canins et quins ou autres, par le biais du mandatement. Donc, on arrive à travailler sur des cas très concrets, et à chaque fois qu'on fait appel à ce mandatement, les vétérinaires répondent présents. Donc c'est une des pistes. Le lien humain aussi se concrétise par des rencontres. Donc c'est à nous, administration, quelque part aussi, de réunir l'ensemble des acteurs, l'ensemble des vétérinaires, sur des sujets qui peuvent être fédérateurs. Je pense notamment aux zoonoses, par exemple. C'est des sujets qui sont très fédérateurs entre les vétérinaires canins, les vétérinaires ruraux, les vétérinaires faune sauvage. Des sujets comme la pharmacie, des sujets comme l'utilisation d'antiparasitaires. En fait, essayer de trouver autour de problématiques communes à toutes les catégories de vétérinaires, de manière à avoir une profession soudée pour pouvoir quadriller au mieux le territoire. Merci. Mathieu, je voudrais revenir sur une chose pour terminer, qu'on avait évoqué ensemble. Vous m'aviez parlé de support de communication quand on avait échangé. Et en réalité, sur des supports comme ça, enfin sur le fait que tout le travail qui est accompli avec les vétérinaires participe
de la publicité, on va dire, de la qualité de vos produits, donc de choses sur lesquelles vous pouvez communiquer et capitaliser. Donc là aussi, c'est un partenaire que le vétérinaire. Comment est-ce que... Donc on a deux types de communication, on va dire. Donc il y a la communication au grand public et autour de spots de publicité ou d'actions de promotion qui sont faites. Oui. Et à l'intérieur de la filière, on a une communication trimestrielle qui se fait sur, donc, qui s'appelle les nouvelles du comté, pour pas être tout simple, qui sont diffusées autour de 5000 exemplaires aux gens de la filière, avec donc une partie toujours thématique sur la vie de la filière, toujours une présentation de structures qui composent la filière aussi pour faire connaître les différents acteurs et puis aussi avoir ce sentiment d'appartenance des producteurs à la filière. Et on est aussi attaché à ça, sur cette fierté d'appartenir à cette filière. Et on a toujours un dossier sur des thématiques. Et régulièrement, des travaux qui sont conduits donc avec différents partenaires, et notamment les vétérinaires, sont mis en avant à travers des dossiers et des exemples concrets de ce qui peut être fait ou de choses qui sont en réflexion. Notamment, je pense que les réunions qu'on a eues avec les vétérinaires des deux départements, on a mis en avant les réunions qui avaient été faites, en expliquant aussi, c'est une manière de préparer les éleveurs à dire, si votre vétérinaire vous pose ces questions-là cet hiver, soyez pas surpris, ça fait partie des choses qui ont été communiquées ensemble. Alors, c'est sûr que sur les premières enquêtes qui vont être faites, si on va vers les plus réticents, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc les vétérinaires vont aussi aller vers leurs clients les plus réceptifs pour faire un bruit de fond positif, parce que c'est toujours aussi, c'est la façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide qui nous fait percevoir les choses pas de la même manière. Donc on va parler du verre à moitié plein. Ok, merci à tous les trois. Eh bien, je me tourne vers vous. La salle, je vous donne une dizaine de minutes si vous avez envie de poser des questions, d'intervenir. Monsieur, Anne arrive avec un micro. Donc je vais vous demander de vous lever, vous présenter et puis de vous exprimer. Benoît Semat, je suis vétérinaire, je travaille au CGAER, je suis aussi le prédécesseur de Jean-Yves Gauchot à la Fédération des syndicats vétérinaires. Une question qui porte sur la façon d'associer les vétérinaires aux enjeux de santé dans les territoires, mais qui fait aussi écho à ce qu'a dit tout à l'heure Hélène Soublé sur la table ronde précédente, cette idée d'élargir, je crois que c'était tes mots à peu près Hélène, élargir le mandat sanitaire ou quelque chose qui ressemblait à ça. La question que je pose, c'est, puisqu'il y a 100 ans, on a créé le mandat sanitaire pour faire le lien entre la puissance publique, les services de l'État et les vétérinaires praticiens pour lutter contre les maladies animales. C'était l'objectif il y a 100 ans. Pourquoi aujourd'hui, par rapport aux enjeux auxquels nous devons faire face, il s'agit de bien-être animal, il s'agit d'enjeux de sécurité sanitaire, il s'agit de la faune dans les villes, enfin tout ce qu'on a vu là, pourquoi ne pas aller vers un nouveau mandat qui serait un mandat pour la protection des animaux, un mandat pour la protection de la nature, enfin bref, qui irait au-delà du mandat sanitaire tel qu'il a été conçu il y a une centaine d'années. Voilà, on pourrait l'appeler le mandat sanitaire et de protection des animaux, enfin, ou de protection de la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est envisageable? Alors moi, je vous dis oui. Je vous l'accorde. Si j'avais du pouvoir, je peux vous dire qu'on sortirait d'ici tous ravis. Mais malheureusement, je ne peux rien. Peut-être que Déborah peut faire quelque chose. Non, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux donner mon avis. En fait, concrètement, actuellement, on a la possibilité de mandater effectivement des vétérinaires en police sanitaire d'une manière naturelle. On n'a même pas un acte à faire, c'est comme ça, c'est très facile. Après, on a la possibilité de mandater des vétérinaires pour faire des actes en matière de bien-être animal d'une manière extrêmement simple quand c'est urgent. Enfin, en règle générale, ça représente concrètement 99,9% des cas. Enfin, quand il y a un problème de protection animale, c'est toujours urgent. Oui. Sinon, ça peut attendre et puis mettre en place d'autres types de choses. Mais c'est vrai que pour le reste, on ne peut absolument pas mandater, c'est-à-dire payer derrière, parce que le mandatement, en fait, en réalité, c'est pouvoir rémunérer les vétérinaires pour cet acte-là. On ne peut pas le faire sur d'autres domaines. Mais c'est sûr qu'au vu des attentes sociétales aujourd'hui et de l'évolution des enjeux
de risques en matière de santé publique, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça mériterait au moins d'être étudié. Mais en fait, il y a peut-être des décideurs dans la salle qui veulent peut-être répondre. Bonjour. Bonjour, Jean-Louis Chiche. Je veux bien que vous vous leviez, s'il vous plaît. Ah, voilà, on vous voit mieux. Bonjour. Jean-Louis Chiche, vétérinaire en Martinique. Je voulais revenir sur ce qui avait été dit par Madame Infante-Lavergne au début de la table ronde concernant les petits détenteurs d'animaux de rente. Je ne parlerai ni d'éleveurs ni de propriétaires, mais vraiment de détenteurs. On est confronté dans les dom-toms à un problème à la fois comparable et différent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petits propriétaires d'animaux qui vont avoir une poule, deux poules, une chèvre, un mouton, une vache. Dans les territoires d'outre-mer, il y avait un lien entre le vétérinaire et ces personnes qui était très fort. Avant, je dirais, une législation sur la pharmacie qui s'est durcie. Donc ces personnes allaient spontanément vers le vétérinaire pour avoir des conseils et des médicaments de prévention. Je pense en particulier aux antiparasitaires. Et depuis le durcissement de la législation avec la consultation préalable, etc., ça se fait beaucoup moins. On est en train de perdre le lien. On a un problème aussi, et là, vous devez y être confronté aussi avec les vétérinaires canins qui soignent des animaux de rente. C'est-à-dire qu'on n'a pas les présentations pharmaceutiques adaptées à ces soins. Donc, du coup, on se trouve confronté au problème du détail, qui est interdit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il vaut mieux laisser l'animal avec ses parasites et qui va être consommé sous le manteau dans son coin? Est-ce qu'il faut le déparasiter? Pour ça, on est obligé de déconditionner. Est-ce qu'on peut donner des conseils, donner des médicaments? Voilà, on sait bien qu'il faut une consultation avant, mais ces populations sont très difficiles à atteindre parce que culturellement, depuis maintenant 2 siècles, elles ont élevé leurs animaux et pour la consommation locale. Et voilà, donc je pense que les dom-toms, ça concerne quand même 2 millions d'habitants à peu près. Et donc c'est un problème quand même qui est un problème sanitaire important. Et voilà, je voulais un peu soulever le problème. On nous oublie un petit peu des fois dans les débats. Non, on n'oublie pas. Et on est très heureux de vous avoir parmi nous, hein, que ça soit bien clair. Les dom-toms, ça fait totalement partie de notre pays. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. On vous apporte un micro. Effectivement, vous êtes très bien placé. Bonjour, Bruno Freira, directeur général de l'alimentation. Je voulais répondre à la question sur le bien-être animal et je vous renverrai simplement à la conférence de presse que le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a tenue la semaine dernière avec un certain nombre d'annonces fortes en matière de bien-être animal, dont des annonces de mandatement de vétérinaires pour des contrôles, notamment pour le transport au moment du chargement des animaux, qui est quelque chose aujourd'hui qui est peu contrôlé. Donc c'est tout à fait une piste que nous explorons et sur laquelle déjà le ministre s'est déjà engagé. Merci. Autre question, réaction? Oui, Déborah. C'était juste pour donner quelques éléments, parce qu'en fait, c'est peut-être dans les DOM, mais en fait, chez nous, c'est pareil, hein, la problématique existe. Enfin, moi, je pense que c'est un travail à faire ensemble, justement, d'adapter la réponse vétérinaire aux soins de ce type d'animaux. Pourquoi on a des conditionnements de 50 doses de vaccins? C'est parce que, jusqu'à maintenant, on travaillait avec des gros cheptels. Le jour où, petit à petit, cette activité va se développer de plus en plus, eh bien, les laboratoires ils feront s'adapter. Donc, c'est un petit peu comme l'exemple, en fait, les entreprises, elles se créent parce qu'il y a de l'argent derrière. Si l'allocation de moutons n'était pas un sujet d'avenir, il n'y aurait pas aujourd'hui des entreprises qui font que ça et qui ont tous les ans des croissances exponentielles. Donc, je pense que les laboratoires pharmaceutiques, peut-être que n'ignoreront pas ces évolutions sociétales. Oui, bonjour, Maxime Chassin, je suis conseiller régional en Bourgogne, praticien en mixte à dominante rurale. Je voulais remercier Mathias d'avoir démontré que quand des vétérinaires et des éleveurs travaillent ensemble, on fait du vrai boulot et du boulot utile.
Et je voudrais dire à tous les députés et décideurs de la profession qu'il ne faut pas hésiter à demander à des praticiens de rentrer dans la démarche de l'élaboration de tous les paperasses qu'on fait à longueur d'année. Parce qu'au niveau de la visite sanitaire, qui est un papier qui est obligatoire et qu'on remplit toute l'année, c'est la chose qu'a décrit Mathias, mais en version inutile. Donc lui, il fait la version utile, nous, on fait la version inutile et mal tournée et mal formulée. Donc n'hésitez pas à payer un repas à un véto rural, ça refuse jamais un repas. Il enlèvera les bottes, ça lui fera du bien, ça vous fera prendre l'air, ça vous sortira des commissions, et ça mettra un peu plus d'aspect pratique dans les paperasses, et ça fera pas de mal. Parce qu'en ce moment, on est en train de gérer une recherche sur le BVD avec les GDS et avec les DDPP. Et on a les GDS qui sont complètement paniqués, on a des DDPP qui sont complètement paniqués, on a des éleveurs qui s'énervent. Et si on avait demandé à des vétos de terrain avant de mettre en place l'éradication de la maladie, et pas a fortiori des veaux qui seront positifs quand on va faire les analyses, on n'aurait pas tous ces soucis à gérer maintenant. Donc c'est extrêmement chronophage. Nous, on a déjà beaucoup de choses à gérer. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous demander avant. Ça nous évitera de perdre du temps après, tout en faisant tout le reste. Merci. Merci pour votre intervention.